Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Aujourd'hui j'accueille France Gurba. France, bonjour. Bonjour. Donc France, tu es diététicienne diplômée. Tu travailles pour le service santé de l'enfance et de la jeunesse, ainsi que pour l'association Agents de santé. C'est exact. Très bien. Est-ce que tu serais d'accord de nous retracer un petit peu ton parcours en passant par les grandes lignes? Bien sûr, alors moi j'ai commencé en étant assistante à la Haute École de Santé dans la filière des modules complémentaires. Et puis suite à ça, j'ai voulu me diriger dans la nutrition clinique, j'ai travaillé dans une clinique privée, dans les soins à domicile. Et puis là finalement je me suis redirigée vers la promotion de la santé en intégrant le service de santé de l'enfance et de la jeunesse qui vise vraiment à promouvoir la santé des enfants. Petit aparté pour vous informer que depuis l'enregistrement de cet épisode en mars 2022, la situation professionnelle de France a bien évolué. Qui mieux qu'elle pour en parler? Alors France, c'est à toi. Merci Simon. Effectivement, une très belle opportunité professionnelle s'est présentée à moi depuis peu. J'ai rejoint la fondation Vivre avec le diabète de type 1 en tant que co-directrice, puisque la directrice actuelle est en congé maternité. C'est une fondation faite par les patients et pour les patients, parce qu'effectivement, dans le diabète, 10% seulement des personnes sont diabétiques de type 1 et le reste sont des diabètes de type 2. On est assez sous-représentés, donc finalement, il était important d'avoir une entité qui nous représentait. Les missions de la fondation sont les suivantes. Premièrement, on cherche à former et à informer les personnes diabétiques de type 1, mais aussi leurs proches et leur entourage, et aussi la population générale, sur qu'est-ce que c'est vraiment que le diabète de type 1. Et aussi, on cherche à favoriser l'interaction entre les personnes qui vivent avec un DT1. Comme par exemple, on va proposer des rencontres mensuelles une fois par mois autour d'un rafraîchissement pour échanger nos expériences. Donc la Fondation propose plein d'activités diverses et variées, comme des ateliers cookies où on peut apprendre à cuisiner et à compter les hydrates de carbone, mais aussi en passant un bon moment. Les activités que la Fondation propose, ça va être aussi faire une activité physique régulière pour un peu tester la glycémie et aussi échanger entre nous. La troisième mission de la Fondation, ça va être de soutenir des projets innovants et la recherche, comme par exemple le développement d'outils numériques. Donc je suis vraiment ravie de rejoindre cette fondation et de développer plein d'autres compétences que celles en plus apprises à la Haute École de Santé lors de mon bachelor en nutrition et diététique. Merci pour ces précisions. Je vous invite donc à aller voir le site de la Fondation Vivre avec le diabète de type 1. Et je vous propose à présent qu'on retourne à notre épisode. Merci à Guillaume pour le montage et la technique. Très bien. Eh bien, écoute, je te propose qu'on reparte un peu du tout début, ne serait-ce que pour que nos auditeurs soient un peu au courant de ce que représente la profession de diététicienne. Est-ce que tu serais d'accord de nous expliquer en quoi consiste cette profession? Oui, tout à fait. Alors, le métier de diététicienne, finalement, ça regroupe plusieurs compétences. Il y a toute l'anatomie humaine, finalement, à bien savoir tout ce qui est la physiologie. Et puis, en termes de compétences, on va beaucoup utiliser la communication, la collaboration aussi avec nos collègues pour prendre en charge les patients de la meilleure manière, finalement, et d'avoir toutes les informations nécessaires. Je dirais que c'est vraiment les trois piliers de cette profession dans un premier temps. Très bien. Et donc si on repart depuis le déroulement de ta formation, qui était donc à la Haute École de Santé à Genève, est-ce que tu serais d'accord de nous parler un petit peu de cette formation, de comment elle s'est construite, qu'est-ce que tu y as appris? Alors moi j'ai choisi cette formation, je la trouvais vraiment pertinente parce qu'il y avait le côté théorique et puis le côté pratique. C'est-à-dire que c'est pas comme à l'uni, sans dénigrer l'université, hein, mais où on a beaucoup de théorie, on apprend de la matière et après la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr on peut en faire un tas de choses, mais là je trouvais que c'était une transition assez douce dans le milieu professionnel de se dire bon ben voilà, il y a la théorie, en parallèle il y a des stages. Dans différents lieux. Donc c'est ça qui m'a aussi convaincue dans cette formation. La formation, elle se déroule en 3 ans, si on ne compte pas l'année module complémentaire. Et puis dans les différents axes, c'est assez riche finalement. On va voir tout ce qui est éducation thérapeutique, communication, relation avec le patient. Il va y avoir aussi tout ce qui est anatomie pure et dure et aussi physiopathologie avec différentes maladies qui sont ciblées comme le diabète ou l'insuffisance rénale parce que la diététicienne a un rôle essentiel dans ces pathologies. On a eu aussi des cours de restauration collective
voilà, pour travailler dans différentes institutions ou prestataires de repas. Et puis aussi beaucoup de méthodologie pour, voilà, je trouve que ça c'est aussi vraiment le point fort de cette formation, c'est la rigueur scientifique finalement qu'on nous inculque et qui est essentielle. Donc c'est-à-dire quand tu dis méthodologie, c'est l'aptitude à aller chercher des informations qui sont validées empiriquement pour enrichir la pratique clinique. Exactement, c'est de se baser sur l'evidence-based et puis de savoir aussi comment sont construites les études et puis de savoir qu'est-ce qui finalement a le plus de poids par rapport à une étude, si c'est une étude transversale ou longitudinale. Voilà, donc vraiment là on a eu beaucoup d'heures à ce sujet et aussi d'avoir un regard critique sur certaines études qui pourraient nous vendre des choses qui finalement ne sont pas avérées. Effectivement, d'ailleurs il me semble que notamment dans le domaine de la nutrition et de la diététique, on est exposé à plein d'informations qui viennent de plein de sources différentes. Et du coup, on imagine bien à quel point c'est important d'avoir les outils d'esprit critique pour discerner le vrai du faux. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un grand enjeu. Et puis au final, tout le monde mange. Donc tout le monde se sent très concerné par la question. Manger, c'est pas que avoir une somme de calories finalement, mais c'est aussi lié à la culture, lié aux traditions, lié aux émotions. Donc c'est quelque chose de très complexe et chacun peut, comment dire, enfin les valeurs de chacun se perçoivent via cet acte de manger. Ouais. Et puis c'est des choses du coup que la diététicienne se doit de prendre en compte aussi dans les prises en soin des personnes, j'imagine. Tout à fait, oui, tout à fait, elle prend ça en compte et puis c'est vrai que nous on a la notion d'alimentation équilibrée et puis on va vraiment accompagner les personnes soit en fonction des pathologies qu'elles présentent mais aussi en fonction de leurs valeurs et puis si par exemple une personne est végétarienne ou végane, eh bien, on peut l'accompagner dans cette démarche pour avoir une alimentation la plus équilibrée possible. France, il y a une question que j'aimerais te poser. On entend souvent parler de diététicienne ou diététicien et aussi de nutritionniste. Moi, je me suis toujours posé la question et je pense que je ne suis pas le seul. Quelle est la différence entre ces deux professions ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Finalement, diététicien, diététicienne, c'est un titre qui est reconnu et protégé légalement. Alors que nutritionniste, c'est très vague, c'est pas reconnu légalement. Et puis, ça peut passer de une semaine à temps plein de formation, sans pratique finalement, à quelques mois. C'est assez vague et puis finalement n'importe qui pourrait s'appeler nutritionniste. Après c'est vrai qu'on a l'appellation de médecin nutritionniste, qui est encore autre chose, qui est vraiment une spécialisation que les médecins peuvent faire et qui n'est pas du tout dans ce registre de non protégé par la loi. Donc pour être diététicienne, pour exercer légalement, il faut obligatoirement être détentrice d'un bachelor en nutrition et diététique, en Suisse en tout cas, c'est ça ? Exactement. Après, il y a la possibilité pour les personnes qui ont fait la formation en France d'avoir une reconnaissance Croix-Rouge avec les procédures de stage à faire en Suisse pour avoir la reconnaissance. Mais sinon, ça consiste à avoir un bachelor en Suisse. En tout cas, dernièrement, voilà, c'est la seule voie possible pour avoir ce diplôme de diététicien ou diététicienne. Donc c'est 3 ans avec beaucoup de semaines de stage pratique en milieu hospitalier ou dans un cabinet avec une diététicienne diplômée ou autre. Et puis c'est vrai que finalement en tant que diététicien ou diététicienne, on n'a pas le droit de faire de la pub, voilà, divulguer des messages du style avec moi vous allez perdre 10 kilos en je sais pas combien de temps. Finalement tout ça, les nutritionnistes ont le droit et ça explique aussi qu'ils ont une visibilité importante. Et du coup au niveau des remboursements par l'assurance maladie, j'imagine que vous n'êtes pas logé à la même enseigne dans ce cas. Tout à fait, c'est vrai que nous on fait des prestations qui sont remboursées par la LAMAL, donc l'assurance de base. Par contre, certains nutritionnistes sont agréés à ASCA, donc peuvent être remboursés par certaines maladies, assurances maladie, pardon, peuvent être remboursés par certaines assurances maladie complémentaires, par contre jamais par la LAMAL. Et donc à l'issue de l'obtention de ce bachelor en nutrition et diététique, quels sont les débouchés qui s'offrent aux étudiants ? Alors ils sont multiples, c'est vrai que la plupart du temps, le parcours en milieu hospitalier, il est indispensable dans le sens où on ne peut pas tout de suite avoir son propre cabinet et voir des personnes pour des pertes de poids ou autre. Il faut un minimum de pratique de 2 ans. Il faut 2 ans de pratique et souvent ça s'acquiert en milieu hospitalier. Mais ensuite, moi je trouve que les débouchés sont vraiment riches
et variée. Donc il y a cette pratique en milieu hospitalier qui peut se faire. Après il y a les cliniques privées, mais voilà, c'est relativement similaire. Tout ce qui est soins à domicile en ce moment, vu la problématique du vieillissement de la population, connaît un boom énorme et il y a beaucoup de diététiciennes qui sont engagées dans ce domaine-là. Et puis tout ce qui est promotion de la santé et prévention, même si c'est un peu difficile d'avoir des postes puisque les financements sont complexes, mais voilà un petit peu les différents profils. Et c'est vrai que moi j'ai eu plusieurs jobs différents, dans des domaines différents et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Faut juste pas avoir en tête un job de rêve et être catégorique, mais aussi un peu curieux et ouvert d'esprit pour aller tester différentes choses. Très bien, c'est intéressant, tu parles de curiosité, d'ouverture d'esprit. Est-ce que selon toi, il y a des prérequis pour s'épanouir dans cette formation tout d'abord, puis après dans cette profession? Alors il y a des traits de personnalité, je pense, qui vont pouvoir être aidants. D'abord, le milieu hospitalier, c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. J'ai plusieurs connaissances qui ont arrêté la formation à cause de ce point-là, qui ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de nutrition clinique dans cette formation. Donc ça, c'est important de le relever. Sinon, je pense que tout ce qui est timidité, faut pas avoir peur d'aller vers l'autre, de poser des questions à l'autre. C'est vrai que l'alimentation, c'est très intime. Donc c'est important de pouvoir construire une relation de confiance avec la personne avec laquelle on parle pour qu'elle se livre complètement par rapport à cette thématique. Comme autre prérequis, je pense que cette curiosité finalement et le fait d'être multitâche est vraiment important. Là je parle vraiment de mon expérience personnelle, mais on peut vite être amené à gérer des projets, à être plutôt dans des tâches, je ne vais pas dire administratives, mais d'organisation, de planification. C'est vrai que d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais dans le bachelor on a aussi eu tout un pôle de santé publique par rapport à ce qu'on a étudié. Donc je dirais à peu près les prérequis. Très bien, donc on en sait maintenant un peu plus sur le déroulement de cette formation et peut-être les capacités qu'il faut avoir au préalable, ou du moins les curiosités qu'il faut avoir pour s'y épanouir selon toi. Je propose qu'on parle un peu maintenant du tout début, les premiers temps après l'obtention de ton bachelor. Donc tu nous as dit plus tôt que tu avais été assistante à la Haute École de Santé. Une question me vient, c'est pourquoi ce choix plutôt que d'être dirigée directement vers une pratique de terrain? Alors, c'est vrai que déjà, c'est pas facile de trouver en tant que diététicienne un premier job à 100%. Donc ça, c'était déjà quand même ce premier critère pragmatique, je dirais. Et ensuite, donc moi, je me suis direct lancée dans ce bachelor de nutrition et diététique en termes de formation professionnelle. Donc, je me suis dit, voilà, je viens de terminer mon bachelor, j'ai 24 ans, j'ai le temps de pratiquer cette profession. L'assistanat, c'est une belle opportunité. Finalement, je vais développer d'autres compétences. Et puis, je reviendrai par la suite à ma profession de base, je dirais, dans le sens où au contact avec les patients et les personnes. Et puis finalement, j'ai trouvé aussi que c'était une transition douce dans le milieu professionnel. C'est vrai que c'est pas évident quand on est jeune diplômé d'arriver vers des personnes qui sont nos patients, qui ont 50 ans et qui ont une certaine posture et de donner des conseils, entre guillemets, ou d'être experte. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était une transition douce. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, de développer pas mal de compétences, notamment pédagogiques. Il y avait quand même des cours avec de nombreuses personnes en amphi. Et donc voilà, c'est vraiment un choix que je ne regrette pas et j'ai vraiment apprécié ce chemin-là. Ça m'a fait rencontrer des personnes exceptionnelles et c'est un réseau actuellement que je garde encore. Donc là, tu l'as évoqué brièvement, tu as donné des cours. En quoi consiste finalement cet emploi en tant qu'assistante? Alors c'est vrai que mon job d'assistante au module complémentaire santé, qui peut être un peu différent des autres filières de nutrition et diététique, TRM ou physiothérapie, ça consistait à surtout donner des ateliers de soins de base et aussi des ateliers au sujet du risque de dénutrition. Donc là, pour les soins de base, j'ai fait une formation en plus,
Mais pour tout ce qui était risque de dénutrition, je donnais les ateliers en autonomie et les cours également. Voilà, on était 2 assistantes diète qui donnaient ces cours dans un premier temps en amphi avec environ 400 personnes et puis de nouveau pour faire un rappel en amphi auprès d'une centaine de personnes. Et puis à côté de ça, on avait aussi la relecture de projets personnels qui sont des travaux que les étudiants font pour un peu expliquer leurs choix. Parce que c'est vrai que moi j'avais fait un stage pour aussi confirmer ce choix de diététicienne. Et des fois on a des étudiants qui arrivent en module complémentaire et le système fait que ils veulent peut-être être physio, mais s'ils ne sont pas pris en physiothérapie, ils deviennent infirmiers. Et finalement, il y a certains élèves qui ont un choix qui n'est peut-être pas très clair et ce projet personnel permet de vraiment poser les choses et de dire pourquoi je vais devenir diététicienne, quels sont les enjeux et comment je perçois cette profession. Et il me semble que cette période que tu as fait d'assistanat, c'était quelques années, c'est ça? Ça a duré quelques années? C'était 3 ans, exactement. Voilà, 3 ans. Ça a été aussi l'occasion pour toi de te former de manière plus approfondie au sein même de ta spécialité qui est la nutrition diététique, c'est ça? Tout à fait, c'est juste. C'est vrai que l'enjeu finalement, c'est que ce job au niveau de l'assistanat permet 25% du temps total sur un 100% de formation personnelle. Ça peut être de la lecture d'articles scientifiques, mais ça peut être aussi faire un master ou autre. En tout cas, c'était les conditions à mon époque. J'ai pas, ça fait 7 ans seulement que je suis diplômée, mais ça fait déjà un petit moment finalement. Et puis donc j'en ai profité pour faire un DIU, c'est l'équivalent d'un CAS, mais ça se fait en France, en nutrition clinique. Parce que du coup j'étais persuadée que, en tout cas ça me plaisait beaucoup à l'époque la nutrition clinique, c'est un domaine qui me tenait à cœur, que j'appréciais particulièrement. Et puis la vie a fait que j'ai eu d'autres opportunités. J'ai décidé de me lancer et puis finalement, actuellement, je ne suis plus dans ce domaine-là, mais je suis extrêmement épanouie. Mais il me semble que la nutrition clinique, tu y es quand même passé. D'ailleurs, juste après cet emploi d'assistanat, puisque c'était ton premier emploi sur un terrain hospitalier, en clinique, il me semble. Tout à fait, oui. Oui, j'ai fait 1 an dans une clinique privée à Genève. Et puis, suite à cela, j'ai aussi une petite expérience dans les soins à domicile. Soins à domicile qui consistent quand même à de la nutrition clinique parce que finalement, ce que les gens ignorent, c'est que lorsqu'on est diététicien ou diététicienne, notre job principal, ça va être de faire grossir les gens, donc d'empêcher qu'ils perdent du poids et vraiment de conserver la masse musculaire, donc le muscle, et voire de la faire grandir. Et donc, c'est vrai que dans les représentations, on pense que la diète, c'est vraiment pour faire maigrir les gens. Alors, oui, en effet, mais ce n'est pas la majeure partie de notre travail. Et donc, que ce soit aux soins à domicile ou en clinique privée, c'est vrai que l'enjeu, c'était lorsque les personnes avaient des opérations importantes ou avec des complications, qu'elles ne se péjorent pas trop aussi au niveau de l'état nutritionnel et qu'elles conservent une bonne masse musculaire. Et donc ça passe par bien évaluer ce que les personnes consomment au moment des repas, mettre en parallèle avec leurs besoins énergétiques et vérifier qu'on est dans une balance énergétique, en tout cas pas négative. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas manger moins que ce qu'ils ont besoin énergétiquement. Puis en milieu hospitalier, on a souvent des pertes d'appétit et les effets secondaires des traitements, donc ça peut être vite complexe. Et donc cette expérience en domaine hospitalier, est-ce qu'elle a confirmé les attentes que tu avais par rapport à ce milieu ou comment ça s'est passé? Alors c'est vrai que entre l'hôpital public et les cliniques privées, il y a quand même un gap. Le rôle qu'a la diète n'est pas tout à fait pareil. C'est vrai qu'en clinique privée, déjà il y a toute une organisation qui est différente. Il n'y a pas de colloque par rapport aux patients. Puisque les médecins viennent sporadiquement voir leurs patients et discuter avec les infirmières. Et du coup, c'est assez difficile d'être en contact avec les médecins, puisqu'on n'est pas toujours sûr de quand ils vont passer. Souvent, c'est des médecins qui ont une certaine expérience en clinique privée, donc ils ont aussi un autre fonctionnement. Donc j'espère que peut-être d'ici quelques années, les cliniques privées fonctionneront
peut-être un peu similairement au milieu hospitalier actuellement, parce que c'est vrai qu'au HUG, par exemple, pour les citer, la diététicienne a beaucoup d'autonomie, elle fait des propositions diététiques aux médecins qu'ils signent, et puis il y a vraiment une collaboration diète-médecin qui est importante. C'est intéressant parce que du coup on arrive sur le sujet de l'interprofessionnalité. À quel point c'est... Alors on entend bien que c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet, c'est-à-dire la collaboration de la diététicienne avec les équipes soignantes? Qu'est-ce qui est attendu d'elle et qu'est-ce qu'elle attend en retour des équipes? Alors c'est vrai que moi je trouve que le principe du colloque il est essentiel parce que c'est le moment en fait où chaque personne peut parler, chaque professionnel peut parler au sujet d'un patient et du coup on peut vraiment croiser les regards et puis aussi choisir entre guillemets une direction thérapeutique. Enfin c'est le médecin qui va choisir cette direction thérapeutique, mais avec l'expertise et le regard de chacun, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de complet. C'est vrai que moi, il y a des professions avec lesquelles je travaille plus, pour citer par exemple l'infirmière, parce qu'elle va être vraiment au lit du patient, elle va avoir tous ses paramètres vitaux en main, elle va le connaître aussi dans son quotidien, par rapport à nous qui voyons peut-être le patient une fois par semaine, enfin ça dépend encore le patient, mais voilà, elles sont vraiment tout près. Même les ASSC aussi, finalement, qui donnent le plateau repas aux patients, qui peuvent déterminer si ils prennent bien leur supplément nutritionnel oral, qu'on a plus l'habitude d'appeler SNO. Voilà, il y a toutes des petites choses comme ça qui font que la collaboration, elle est indispensable. Après, avec les physios, ça va être aussi important, mais peut-être juste... un petit mot va suffire, mais c'est vrai que si on veut construire de la masse musculaire, il y a l'aspect alimentation, mais il y a aussi l'aspect mobilité. Et quelqu'un qui ne bouge pas, même si on le nourrit, il ne va pas faire de muscle. Donc tu l'as abordé aussi juste avant, tu as pu avoir un exercice en domicile, c'est-à-dire tu te rendais chez les patients pour donner des conseils, pour avoir un suivi nutritionnel. Toi, du coup, qui as eu une expérience aussi bien en clinique, donc en milieu plutôt hospitalier, qu'en domicile, quelles sont les différences et les similitudes que tu as pu observer entre ces deux milieux? C'est intéressant de relever ça parce que finalement, c'est ce que j'exprimais avant, c'est que la nutrition clinique, ça concerne aussi bien le milieu hospitalier que les soins à domicile. Actuellement, on a beaucoup de services de soins à domicile qui se développent avec des patients qui ont des nutritions artificielles à la maison. Et donc la diététicienne va chez le patient et puis va aussi faire ce travail en milieu similaire, je dirais, en milieu hospitalier, dans le sens où il y a une évaluation de ce que la personne mange et puis il y a une réévaluation du besoin de la nutrition artificielle. Parce que finalement, on a beaucoup de personnes qui sont à domicile, soit avec les suppléments nutritionnels oraux dont j'ai parlé avant, ou alors avec des nutritions entérales ou parentérales. C'est assez spécifique, mais grosso modo, c'est soit la nutrition entérale, c'est une sonde qui va directement dans l'estomac pour nourrir la personne puisqu'elle n'arrive pas à se nourrir elle-même suffisamment, avec une prescription médicale. Et la nutrition parentérale, c'est le fait de nourrir quelqu'un directement par la voie veineuse, puisque le tube digestif n'est pas fonctionnel. Dans les grandes lignes, ça se passe comme ça. Et dans les soins à domicile, c'est vrai qu'on fait beaucoup de ce type de prise en charge au niveau nutritionnel. Donc je dirais que c'est la similitude principale avec le milieu hospitalier. Après, dans la collaboration, dans la communication avec le patient, il y a quand même de grands enjeux, puisqu'on va chez lui, on arrive dans son espace. Et donc, pour créer une relation de confiance, c'est aussi... l'enjeu est d'autant plus important. Je pourrais même dire que ça s'apparente à de l'éducation thérapeutique parce que voilà, on va suivre longtemps ces patients qui sont en soins à domicile, peut-être un peu plus longtemps que ceux qui sont en milieu hospitalier, selon comment. Et puis après, c'est vrai que certaines fois, en soins à domicile, on peut faire des pertes de poids. Ce serait même une façon différente de voir les consultations, mais de manière globale, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec la nutrition artificielle et le diagnostic de dénutrition finalement. Donc, tu parlais de perte de poids. Me vient une question dans ce contexte, c'est finalement quelle posture tu abordes pour
bon, c'est peut-être formulé un peu vulgairement, mais pour ne pas être culpabilisante dans ton rapport avec les patients, dans les conseils que tu peux donner? Alors c'est vrai que le fait d'être culpabilisante serait contre-productif. Et c'est une des premières choses qu'on nous apprend dans la formation. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de cours sur accompagner les personnes euh, pour changer de comportement. On sait que changer une habitude, ça peut prendre jusqu'à 5 ans. Enfin, c'est un grand, grand travail. Et donc, l'idée, pour établir cette relation avec le patient, ça va être dans un premier temps de l'écouter, d'essayer de faire abstraction de toutes nos représentations, de tout ce que nous, on pourrait imaginer, et vraiment de partir de son constat à lui, et puis de reformuler aussi ses propos. Et puis si on perçoit une phrase qui pourrait susciter un changement de comportement, on va rebondir dessus et puis essayer de creuser cet axe que le patient a dit pour induire ce changement de comportement. C'est vrai que dans la formation de nutrition et diététique, on a eu énormément de cours sur l'entretien motivationnel et de comment finalement susciter la motivation. Parce que vous avez des personnes qui veulent perdre du poids, qui viennent vous voir parce qu'elles sont convaincues, elles sont motivées. Et puis il y a les personnes qui ont un diagnostic d'un diabète de type 2 à 55 ans et qui ont des habitudes alimentaires qui sont ancrées depuis très longtemps et qui ne veulent pas changer leurs habitudes alimentaires. Donc là, on part vraiment dans... La stratégie, ça va être de donner de l'information et de donner de l'information justement sans être culpabilisante, mais il faut appeler un chat. Et puis l'alimentation, c'est comme un médicament finalement, ça s'apparente à du soin. On a parlé de conseils nutritionnels, de conseils diététiques. Ça m'évoque quand même quelque chose d'un peu paternaliste peut-être dans la posture, alors que dans tes propos, ce que j'entends, c'est que tu essaies de rentrer dans le monde du patient, de déconstruire avec lui ses pratiques et d'y réfléchir afin que de lui-même, il parvienne à un mieux-être. Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Tout à fait, c'est vrai que je pars du principe que donc j'ai l'expertise diététique, effectivement, puisque j'ai fait une formation là-dedans, mais le patient est expert de lui-même. Et finalement, pour établir des changements de comportement, lui-même va être le plus apte à savoir quelle piste il va pouvoir mettre en place, qu'est-ce qui sera le plus facile pour lui, finalement, de mettre en place aussi. Et donc, au-delà du conseil, pour moi, c'est vraiment un accompagnement avec les personnes. Et puis souvent, les problèmes nutritionnels peuvent être la pointe de l'iceberg de quelque chose. Donc c'est aussi mon rôle si quelqu'un a une problématique nutritionnelle liée à d'autres aspects, je pense notamment à l'aspect psychologique, de rediriger aussi cette personne pour d'autres prestations. Tu abordes la prise en compte de cette dimension psychologique, surtout là dans ce contexte, à des fins de redirection si besoin vers d'autres professionnels de la santé. Mais me vient une question, est-ce que dans la pratique d'une diététicienne, il y a une intégration d'outils qui émanent de la psychologie pour ces prises en soin? Tout à fait. Tout à fait. On a eu plusieurs formations sur la thérapie cognitivo-comportementale. Donc c'est vrai que c'est un outil qu'on nous a enseigné. Voilà, c'est un des exemples. Autre chose qu'on utilise souvent, c'est la balance décisionnelle. Quelque chose qui est un outil qui est très intéressant, qu'on peut même utiliser pour soi-même dans un autre domaine que l'alimentation. Et donc oui, la psychologie est indispensable dans la formation de diététicienne. Après, je dirais que c'est quand même un peu, je ne veux pas dire superflu, mais voilà, on ne peut pas comparer ça à une psychologue qui a suivi 3 ans de bachelor et 2 ans de master. Donc on a les bases, on a les premiers outils pour changer le comportement aussi. Et puis après, si on constate, si on imagine un désarroi psychologique ou on constate que quelqu'un manifeste qui a besoin d'aide, on peut aussi dépister, entre guillemets, et rediriger vers un psychologue. Et puis finalement, j'en profite parce que maintenant, de plus en plus, il y a des équipes pluridisciplinaires qui est constituée de diététiciennes, de psychologues. Je pense notamment à la prise en charge de l'obésité, où ça devient de plus en plus répandu. Et on sait que c'est plus efficient.
Plus tôt, tu évoquais que les diététiciennes, elles entraient en contact avec des patients qui avaient parfois des problématiques de santé graves. J'imagine que ça peut être confrontant de travailler auprès de ces personnes, ça peut être difficile. Toi, à titre personnel, comment est-ce que tu gérais ce genre de situation? C'est une très bonne question. C'est vrai que chaque patient est unique et a son histoire, et il y a peut-être des histoires qui vont vous rappeler des choses par rapport à votre histoire personnelle. Donc là, je dirais que c'est le plus difficile, entre guillemets. Mais après, pendant la formation, on nous apprend aussi, et surtout pendant la pratique, pendant les stages, on nous apprend à faire la part des choses, et puis à peut-être, s'il y a un patient avec une histoire très forte, prendre ensuite un moment pour soi, pour juste voilà, respirer, métaboliser cette histoire finalement, mais sans s'effondrer entre guillemets devant le patient. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Ensuite, moi, à titre personnel, pour les histoires vraiment compliquées de fin de vie ou tout ce qu'on peut voir en oncologie, c'est quelque chose qui m'a toujours... comment dire, quelque chose qui m'a toujours titillé, et où en fait, qui m'a toujours convenu, je dirais, dans le sens où de voir ces histoires de vie diverses et variées, et de voir finalement à quel point la vie peut être dure quand on annonce un diagnostic comme ça m'a toujours rappelé, moi, à quel point j'avais de la chance finalement d'être en santé, et d'avoir le contexte que j'avais. Donc voilà, j'ai une forme de résilience par rapport à ces patients, et surtout de respect par rapport à la difficulté de ce qu'ils sont en train de traverser. On aborde du coup l'importance d'être en santé, ce qui constitue la transition parfaite pour le point que je voulais aborder ensuite. Point qui s'appuie sur le fait que tu travailles actuellement au service santé de l'enfance et de la jeunesse à Genève. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet organisme? Oui, alors comme je le disais, en fait, l'objectif est de promouvoir la santé des enfants. On collabore aussi beaucoup avec le SDS, et donc le service dentaire scolaire. Et donc moi, je collabore aussi très étroitement avec les infirmières scolaires. Donc il faut savoir qu'au niveau du fonctionnement actuellement, on est relativement peu de diététiciennes pour tout le canton de Genève. Voilà, on est 3, mais on a l'équivalent de 200%, parce qu'on est tout à des temps partiels, pour l'ensemble du canton. Et voilà, c'est un emploi qui est très épanouissant, parce que notre but, c'est de former les multiplicateurs pour la promotion de la santé. Donc en fait, on va former les personnes qui sont en contact des enfants. Donc les enseignants, on travaille aussi dans la petite enfance, donc ça va être les éducateurs en crèche. Et donc on intervient par rapport à l'équilibre alimentaire, mais pas que. On va aussi beaucoup parler de l'attitude autour du repas, de cette étape de diversification alimentaire qui est, pendant la première année, le commencement de l'enfant dans la prise alimentaire. Il va commencer à manger au plus tôt à 4 mois. Et voilà, tout ça est un processus que chaque enfant vit différemment, mais avec des lignes directrices quand même générales. Donc on est vraiment un soutien pour les éducateurs et les enseignants dans toutes ces questions d'alimentation. Et puis pour ce qui est du primaire, on va surtout instaurer des projets de promotion de la santé en collaboration avec les enseignants. On a le projet Collation Saine, et puis le programme Senso 5. Donc Senso 5 qui est un moyen d'enseignement clé en main. Donc les enseignants en fait sont formés à la dégustation sensorielle, et en fait il s'avère que ce moyen d'intervenir auprès des enfants permet vraiment de favoriser un comportement alimentaire sain. Ça les rend plus curieux, ils dégustent plus de choses, ils sont vraiment en contact avec leurs sens, et puis du coup c'est un très beau projet qui est en train de se mettre en place dans les écoles genevoises. Et donc tous ces projets, ils ont une finalité qui est celle de la promotion de la santé, tu l'as dit. Dans ce contexte, qu'est-ce que c'est? C'est éviter les pathologies comme l'obésité ou des choses comme ça? Oui, alors c'est d'une part les pathologies comme l'obésité, mais c'est vrai qu'on a une vraie problématique de santé publique actuellement, qui est l'augmentation des maladies non transmissibles. Donc ça va être le diabète, ça va être les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension.
On va retrouver aussi l'ostéoporose, qui est finalement aussi une maladie en lien avec l'hygiène de vie. Donc voilà, actuellement on a une explosion de ces différentes pathologies et finalement on se rend compte qu'avec l'alimentation et l'activité physique, c'est vraiment toujours de pair, eh bien on arrive à éviter certaines de ces pathologies sur le long terme. Donc on a bien compris l'importance que ça pouvait jouer en termes de santé publique, ce type d'action de promotion de la santé. Est-ce que tu penses qu'on en fait assez aujourd'hui à ce niveau-là? C'est difficile de savoir à quel moment on en fera trop, en fait. J'ai l'impression qu'on n'en fait jamais assez, entre guillemets. Mais là, c'est parce que je suis convaincue que c'est important. Je pense qu'on n'en fait pas assez. Et puis un axe qui est très intéressant actuellement, c'est tout ce qui est le nudging. Finalement, ça s'utilise beaucoup pour le marketing et c'est des stratégies qu'on peut utiliser pour la promotion de la santé et qui consistent à influencer ou à proposer différemment certaines choses aux consommateurs. Par exemple, très concrètement, on va dans une cafétéria, eh bien on sait que si on met les pommes un peu en hauteur ou cachées ou derrière et des gâteaux au chocolat coupés devant, joliment présentés, les personnes vont consommer beaucoup de gâteaux au chocolat. Et du coup, si on change juste cette présentation, qu'on découpe les pommes, que les parts de gâteau au chocolat sont juste un peu plus petites, présentées plutôt derrière les pommes, simplement ça fait augmenter la consommation de pommes d'une manière significative. Donc c'est vrai que ce nudging, il est vraiment intéressant. C'est pas culpabilisant pour les personnes parce que là je rappelle aussi, en fait pour moi, et le message qui est beaucoup transmis actuellement, c'est que tous les aliments qui sont bons pour la santé ne sont pas bons au niveau du plaisir. On n'a pas de plaisir à les déguster et inversement, tout ce qui est mauvais pour la santé est ultra bon. Et je pense que c'est un paradigme qu'il faut changer et de se dire, ben voilà, aucun aliment n'est bon ou mauvais pour la santé finalement. C'est toute une question d'équilibre et de consommation. Et surtout, c'est qu'avec certains aliments qui, c'est clair, si on encourage leur consommation, je pense notamment aux fruits et aux légumes, auront un impact positif sur la santé, de quand même les présenter positivement, de faire des belles recettes avec et d'avoir du plaisir à les consommer. Et là, je pense que c'est la clé. Donc l'avenir de la promotion de la santé, c'est le nudging selon toi, c'est ça? Entre autres, ça ne suffira pas, mais... Il y a des choses à faire, en tout cas, à développer. C'est aussi des grands débats éthiques. À quel moment, si on veut vraiment changer les comportements, on sait qu'il faudrait mettre en place des lois, des interdictions. Ou, si on prend l'exemple de la ceinture de sécurité, on sait que ça peut nous sauver la vie, mais avant, on ne mettait pas d'amende et personne ne mettait sa ceinture de sécurité. C'est dès qu'on a mis une amende en place que les personnes ont commencé à mettre leur ceinture de sécurité en voiture. Et c'est vrai que c'est un paradigme qu'on pourrait aussi déplacer au niveau alimentation. Mais de nouveau, où est-ce qu'on met le curseur et puis à quel point on informe les gens et puis après à quel point on met en place des taxes ou autres. Très bien, merci France pour toutes ces réponses. On arrive gentiment au terme de cette première partie. Avant qu'on passe à une partie un peu plus personnelle, il y a encore une question un peu provoque que j'ai envie de te poser. Selon toi, c'est quoi le régime le plus efficace pour perdre du poids? Alors, c'est très bien d'aborder ce sujet parce que les régimes finalement sont monnaie courante à l'heure actuelle. Il faut savoir que les diététiciennes ne prescrivent pas de régime, donc on ne va pas proposer de régime drastique, miracle. Tout ce qui est perte de 10 kilos en un mois, voilà, c'est impossible. Et si c'est possible, en tout cas, c'est néfaste. Non, nous, pour moi, aucun régime du coup n'est efficace. Pour la simple et bonne raison que tout ce qui est régime drastique, finalement, ça peut marcher sur le court terme. Voilà, on ne mange pas pendant une semaine, on va perdre 3 kilos, on est content. Et puis finalement, après, ce poids revient parce qu'après, on remange comme avant, on reprend nos habitudes. C'est pour ça que les diététiciennes, elles agissent vraiment sur le changement d'habitudes alimentaires sur le long terme. Et puis, finalement, ce qu'on sait également, c'est que les régimes,
ça fait grossir. Donc je m'explique. Finalement, une perte importante de poids sur une courte durée, au niveau de la composition corporelle, ça va être de l'eau, du muscle, principalement, peut-être un peu de matière grasse, mais voilà. Et puis en fait, la dépense énergétique de l'organisme, ça veut dire le nombre de calories que le corps utilise pour fonctionner, eh bien ça va diminuer. Donc quelqu'un qui avait besoin de 2000 kilocalories, après son régime, il a besoin de plus que 1800 kilocalories. Le métabolisme de base diminue. Et donc si après on remange les mêmes quantités qu'avant, dans la balance énergétique, il y a un déséquilibre et du coup on va avoir tendance à prendre du poids et à stocker. Et finalement, quand on met le corps en famine pendant un petit moment, après qu'est-ce qu'il fait pour survivre? Il va stocker et donc souvent construire aussi la matière grasse. Alors finalement, le régime idéal, c'est pas un régime, c'est une réévaluation des habitudes alimentaires et puis des nouvelles habitudes qui sont durables et qui sont plus saines. Tout à fait. Et pour que ce soit durable, finalement, on va quand même prôner un changement petit à petit. Parce que finalement, des changements drastiques d'habitudes alimentaires, souvent ça fonctionne que très peu. Ça fonctionne chez certaines personnes, je pense, hein, mais c'est pas la majorité des cas. Et c'est comme, moi j'imagine toujours un escalier finalement où c'est facile d'atteindre la première marche, puis une deuxième, puis une troisième, et ensuite on arrive à l'objectif qu'on s'était fixé. Alors que si on part de tout en bas et qu'on veut tout de suite atteindre cet objectif avec une seule marche, c'est juste impossible. Bien, merci pour toutes ces réponses, France. Je te propose que maintenant on passe à une partie un peu plus personnelle que j'ai envie d'entamer avec la question suivante. Comment et pourquoi tu t'es retrouvée dans le monde de la santé? Alors, au-delà du monde de la santé qui m'a quand même toujours plu, c'est vraiment la profession de diététicienne que j'ai découverte. Parce qu'au début, j'avais beaucoup de représentations sur cette profession. Je pensais que les diététiciennes faisaient essentiellement de la perte de poids, qu'elles étaient très contrôlantes, très restrictives, très psychorigides. Et du coup, finalement, à 18 ans, donc, j'ai eu un diagnostic de diabète de type 1. Et ça m'a permis de découvrir cette profession de diététicienne. Suite à ça, j'ai fait un stage. Et puis en fait, de me rendre compte que la santé, c'est pas un dû, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'entretient. Et de pouvoir soigner, enfin en tout cas de pouvoir prendre soin de soi avec l'alimentation, j'ai trouvé que du coup c'était très riche. Et j'avais envie d'accompagner les personnes dans cette démarche de faire attention, entre guillemets, faire attention à son alimentation pour sa santé, mais surtout de se rendre compte que des petits gestes au quotidien qui peut-être coûtent pas tant d'énergie que ça peuvent avoir un impact important sur sa santé au quotidien et surtout sur le long terme. D'avoir ce diagnostic et en plus me diriger dans le milieu de la nutrition et de la diététique, je me suis dit que c'était aussi une forme de résilience, de transformer ça en point fort finalement, entre guillemets, parce que quand je vois des patients, je ne dis pas nécessairement que j'ai ce diabète, mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis aussi de m'impliquer dans différentes associations, de rencontrer une communauté, si je peux dire ça. Mais je participe en fait comme diététicienne à des camps pour enfants diabétiques, des camps de la Fondation Diabète Soleil Enfant, la FDSE. Et puis en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est de voir toutes les rencontres et tous les aspects un peu positifs que finalement ce diagnostic m'a annoncé. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui, du chemin que j'ai parcouru, du fait d'avoir fait cette profession de diététicienne, d'être épanouie au niveau de mon emploi et surtout aussi des rencontres que j'ai pu faire tout au cours de mon parcours. Et finalement, sans diabète, j'en serais probablement pas là. Je serais peut-être restée au Jura, parce que pour l'anecdote, je suis jurassienne. Et donc voilà, c'est fou comme quelque chose qui, paraît difficile au début. Après, avec un peu de recul, on arrive à percevoir tous les aspects positifs que ça a pu amener au quotidien. Même si, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Mais la technologie avance à grands pas et c'est très réconfortant.
par rapport à la technologie avance à grands pas. C'est par rapport aux équipements, c'est ça qui viennent en aide aux personnes qui sont atteintes de cette maladie? Tout à fait. Ben, l'insuline a été découverte il y a 100 ans, finalement, uniquement. Et puis là, on en est au stade où on a des pompes qui sont connectées avec les capteurs de glucose, enfin de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et donc, en fait, avec un système d'algorithmes très avancé, la pompe décide toute seule de si elle doit arrêter de mettre l'insuline ou continuer à en injecter, ou en injecter encore un peu plus. Donc, on est dans deux paradigmes totalement différents en même pas un siècle. Comme ça concerne beaucoup de personnes, finalement, il y a beaucoup de développement. Oui. Et du coup, c'est prometteur. France, merci pour ce témoignage. En tout cas, c'est très précieux d'avoir accès à ce genre de vécu et Dieu sait à quel point c'est intime. Donc voilà, merci pour ça. Je propose qu'on poursuive avec la question suivante, qui est, est-ce que, étant jeune, tu aurais pu imaginer suivre un tel parcours? Non, vraiment pas. C'est vrai que quand j'étais ado, finalement, je m'attendais à avoir un job à 50%, rester au Jura, voilà. J'avais pas tout à fait de plan, mais je suis très contente en tout cas du parcours accompli. Et je trouve que voilà, quand la vie propose des opportunités, finalement c'est intéressant de les saisir. Et du coup, me vient le terme de réussite. C'est une question qu'on pose souvent dans cette émission. Qu'est-ce que toi, il t'évoque ce terme, la réussite? C'est une excellente question. Pour moi, la réussite, c'est d'être heureux au quotidien. Et ouais, non, vraiment, je pense que d'être en adéquation avec ce qu'on fait, et puis que la profession qu'on exerce, finalement, rejoigne nos valeurs. Et là, je crois que moi, j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait. Et puis après, je pars aussi du principe qu'une vie équilibrée, c'est pas que l'aspect professionnel, mais aussi un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et l'équilibre alimentaire. Par exemple. Très bien. Alors du coup, j'entends que tu es pleinement épanoui aujourd'hui. Enfin, c'est l'impression que ça donne et c'est très agréable à voir. Malgré tout, j'ai quand même envie de te poser la question suivante. Si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans ton parcours, est-ce que tu le ferais? Et si oui, est-ce que tu serais d'accord de nous dire quoi? Eh bien, honnêtement, je pense pas que je changerais quoi que ce soit. C'est difficile à expliquer parce que voilà, j'ai eu beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments où finalement, comment on prend une bonne décision, c'est une grande question. Et je crois que voilà, il faut s'accorder un temps de réflexion, mais il y a toujours cette petite intuition dans les tripes qui nous dit non mais là, t'es sur la bonne voie. Et donc voilà, j'ai eu différentes expériences qui se sont aussi arrêtées assez vite puisque j'ai jamais fait plus de quelques années à un même job. Mais je trouve que voilà, quand on est jeune, cet entrain et ce dynamisme, il est important et c'est maintenant que j'ai envie de le saisir. Et c'est vrai qu'on n'est plus dans le même paradigme qu'à l'époque où une personne avait un même job toute sa vie. Et je crois que c'est une chance vraiment d'avoir différentes expériences. Je crois même que la vie elle est trop courte pour avoir une seule profession, mais pour l'instant j'ai quand même envie de rester dans celle-là. Et donc voilà, il y a quand même toujours cette intuition qui nous guide. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai perçu. Et donc, comme je l'ai toujours suivi, j'ai aucun regret. Bien. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont cette intuition, peut-être que la diététique pourrait leur plaire, mais qui hésitent à se lancer dans ces études? Alors, c'est vrai que je pense qu'une première étape, c'est la recherche d'informations pour pouvoir se projeter au maximum dans une profession. Donc ça va être à l'aide de stages et puis aussi en contactant des professionnels qui sont déjà qui sont en train de pratiquer cela, et différents professionnels, de ne pas rester sur une seule interview ou un seul entretien avec quelqu'un. Je pense que la recherche d'informations après elle permet de confirmer ou d'affirmer ce doute. Très bien, merci pour ces personnes. On les invite donc à entreprendre ce genre de démarche. On arrive gentiment au terme de cette interview.
Avant, j'ai encore quelques questions qui sont un peu ma coutume dans cette émission. La première, c'est est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement inspiré? C'est une question qui est difficile. Je pense pas qu'une personnalité puisse nous inspirer. Moi, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, tout au long de mon parcours professionnel, j'ai fait beaucoup de rencontres. Je dirais même que j'ai eu l'occasion de créer des amitiés. Et dans chaque relation, chaque personne a quelque chose à nous amener. Et du coup, je prends le meilleur de chaque personne et je m'enrichis de ça. Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais offrir à tout le monde si tu en avais la possibilité? J'ai pas un livre comme ça qui m'a marqué particulièrement, mais ma dernière lecture, ça a été Le ghetto intérieur de Santiago. J'ai plus le nom. Santiago Amigorena. Voilà. Voilà, un livre qui m'a vraiment généré plein d'émotions et qui m'a fait vibrer. J'ai trouvé très fort. Donc c'est celui qui me vient à l'esprit là. C'est ma dernière lecture et je le recommande. Très bien, on prend note alors. Est-ce qu'il y a une maxime qui t'accompagne au quotidien? Il y a une phrase, une citation de Winston Churchill que j'aime beaucoup qui dit si vous traversez l'enfer, continuez à avancer. Merci beaucoup France. On arrive maintenant au terme de cette interview. Et puis avant de la terminer, j'aimerais te laisser un mot pour la fin. Le mot pour la fin, pour moi, c'est déjà vous remercier pour cet accueil et puis cette écoute et tout ce travail d'introspection que ça a engendré. Merci infiniment à toi, France, pour ta venue et pour tous les messages que tu as pu faire passer. Avec grand plaisir. On remercie également nos auditeurs en espérant que cet épisode vous ait plu. Et on vous dit à bientôt, j'espère.